Alors, en attendant que ça se connecte, comme on n'est pas très nombreux pour l'instant, on va peut-être faire un petit tour des personnes qui se sont connectées. Après, on présentera nos intervenants. Madame Diane Destré, je vous vois. Vous êtes visible. Si vous pouvez juste nous dire qui vous êtes et on va faire un petit tour comme ça rapidement. Alors, vous Francophone. avez répondu. Oui, bonjour. Mais moi, je suis expert comptable et commissaire aux comptes donc je recherche effectivement. Je suis en passe de prendre des alternants et je voudrais bien voir les conditions de reprise des alternants. Je me pose des questions surtout par rapport aux aides de l'État, savoir si première année, deuxième année de stage, est-ce qu'on peut quand même m'y prétendre, voilà. Donc, Ok, merci. Madame Chanfro, je crois que. Bonjour. Bonjour, Chérie Chanfro, je travaille pour l'UNICEM Campus qui forme au métier des carrières et matériaux de construction. Et donc, on a déjà 3 campus en France. On ouvre aujourd'hui nos formations en Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, nous, notre but, c'est de gagner en visibilité auprès des alternants, parce que c'est des métiers quand même assez méconnus ou qui ont une réputation un petit peu erronée. Donc voilà, c'est expliquer à tous ces jeunes gens ce qu'on fait et toutes les possibilités qu'il y a dans ce domaine-là, dans ce secteur-là. D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne vois pas si j'y pense, mais si vous êtes derrière l'écran et que vous pouvez. Parfait. Oui, bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, Oui. Donc moi, je suis responsable ressources humaines au sein du groupe LVDS, groupe d'expertise comptable. Voilà. parfait, merci beaucoup. Madame Imar, Clara, je vois. Oui, bonjour. Moi, je suis la responsable administrative d'une petite structure de coaching. Donc, on est une école de coaching professionnel et un cabinet de coaching. Je suis toute seule à mon poste, donc je viens me renseigner pour voir dans quelles conditions on pourrait éventuellement prendre quelqu'un pour m'aider un petit peu pour certaines fonctions. Et donc, on réfléchit à l'alternance, mais voilà, c'est vraiment je viens là chercher les premières infos, voir si ça pourrait matcher avec notre organisation, nos moyens, nos ressources, etc. Merci beaucoup. Merci. Madame Soares, Angélique. Alors, on ne vous entend pas, même si le micro n'est plus muet. Ça ne fonctionne pas. Alors, peut-être vous pouvez nous préciser qui vous êtes dans la conversation si ça ne fonctionne pas avec le micro. Et en attendant, je vais laisser Olivier Issep se présenter. Si Olivier, vous êtes connecté, je l'ai vu à l'image tout à l'heure. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, Olivier. Voilà. Oui, moi, je suis le délégué Aquitaine pour la Fédération nationale des transports routiers. Ah, Merci, je précise Olivier. peut-être pourquoi je suis là. Oui, peut-être. Bon, bah, écoutez, j'ai transmis l'invitation à mes adhérents. Je vois qu'il n'y en a pas, par contre. Bon, auquel cas, je leur ferai un débrief de cette réunion. Ça a double intérêt pour moi aussi, parce que par ailleurs, je m'occupe d'une petite association sportive. Enfin, une petite. Voilà, donc on a un alternant également. Donc c'est à double titre que cette réunion m'intéresse. Ok. Merci, Olivier. On pourra regarder, je crois qu'il y avait des adhérents inscrits. Je regarderai, Olivier, on pourra voir ça après. Allez, je vous propose de débuter. Ça peut peut-être se connecter euh, pendant qu'on débute ce temps d'échange. Ah, Angélique, bonjour. Donc, dans la conversation, juste pour qu'on sache qui c'est qui est autour de la table, c'est toujours bien. Euh, alors, Angélique nous dit, elle regarde d'où vient le problème. Si vous pouvez juste nous préciser qui vous êtes, Angélique, c'est parfait. Comme ça, après, dans les échanges, on sera tous identifiés. Ouais, je partage l'écran. Grâce tu peux confirmer qu'on le voit.
Oui, c'est bon. Allez, parfait. Donc, en termes de présentation, on va aussi se présenter très rapidement. Donc, moi, je suis Cindy Perrin à l'initiative de cet échange et je vous remercie toutes et tous de prendre le temps ce matin de vous connecter, de participer. Je suis chargée de mission emploi, éducation, formation au sein du MEDEF Nouvelle-Aquitaine avec Graciane. Oui, donc je suis Graciane Etchandi, responsable emploi, formation et éducation pour le MEDEF Nouvelle-Aquitaine. Et donc, pour échanger sur ce sujet, on a fait appel à différents intervenants donc, qui vont se présenter Donc, à l'instant. Donc, Renaud, oui, bonjour. Donc, moi, je suis Renaud Delage, le directeur de l'organisme de formation et d'apprentissage IFCG Carrière et membre du bureau Aquitaine des acteurs de la compétence de la formation professionnelle. merci Bonjour, Renaud. bonjour à tous. Donc moi je suis Carole Grovet, je suis chef de projet territorial pour l'OP Commerce, donc opérateur de compétences de 20 branches professionnelles du commerce. Alors je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément d'entreprises relevant de nos branches connectées, en tout cas au démarrage. Mais l'idée, voilà, Cindy Perrin m'a conviée pour représenter les OPCO finalement, hein, donc c'est pas un problème si vous ne faites pas partie de nos branches adhérentes. J'essayerai de porter un discours commun pour les opérateurs de compétences. Merci Carole. Et ensuite, nous avons l'entreprise Steny qui est représentée aujourd'hui. Donc, merci à toutes les deux. On va vous laisser vous présenter, Marine et Lou. Alors, bonjour à tous. Du coup, je suis Marine Jacob, je suis responsable multisite au sein de la société Steny. Et dans ce contexte, on a donc accompagné et on a eu avec nous Lou, qui se présentera après, dans un parcours voilà, d'apprentissage pendant 1 an. Et maintenant, elle est nouvellement en CDI chez nous. Voilà. Bonjour, je m'appelle Lou. J'ai fait un CAP chez Steny avec IFCG Carrière en tant que. Maintenant, je fais de la remise en état chez Steny. Je suis en CDI. Voilà. Merci à toutes les deux. Donc, l'objet de ce temps d'échange, c'était de revenir sur le dispositif d'alternance sur lequel nous avons déjà fait plusieurs ateliers, webinaires de ce type. Là, vraiment, notre volonté, c'est de faire un petit peu un rapide bilan sur où est-ce qu'on en est de l'alternance en 2024. Et côté MEDEF Nouvelle-Aquitaine, nous, il nous semble qu'il y a quand même possibilité d'aller un peu plus loin dans le recrutement avec des entreprises qui peinent encore à recruter, des personnes qui cherchent aussi des entreprises. Donc, on avait envie de développer ce levier-là aujourd'hui. Et on voulait aussi parler de l'intégration, de l'accompagnement de l'alternant dans l'entreprise, parce que là aussi, il y a quelques écueils. Voilà, donc on est vraiment focus sur ces deux sujets-là. Si après, entendu dans la phase de présentation, vous avez des questions un peu plus techniques sur les aides, sur la partie administrative, si on a le temps en fin d'échange, on ira dessus. Sinon, on vous recontactera pour pouvoir vous y répondre de façon un peu plus précise. Je pense à Madame Destré ou à Madame Imar. Donc, très rapidement, Graciane et moi, on va vous reposer le contexte et puis ensuite, on va laisser la parole un peu à nos intervenants pour parler du recrutement et de l'intégration. Pour ça, Graciane, je crois que tu avais 3 petites questions à nous poser. Oui, tout à fait. Histoire de se donner un peu une idée des volumes et de se donner voilà, une idée de ce que représente finalement l'alternance. Quand on parle d'alternance, on parle d'apprentissage et de contrat de professionnalisation. À votre avis, combien de personnes ont bénéficié d'un contrat d'apprentissage en 2024? Est-ce qu'on est sur plus de 300 000, plus de 600 000 ou plus de 900 000? Est-ce que quelqu'un, en dehors de nos intervenants peut-être d'abord, a une idée? Sinon, les intervenants, peut-être que bon, vous aurez certainement la réponse. Alors, on est à plus de 600 000, on est plutôt à plus de 900 000 contrats d'apprentissage. À fin juillet 2024, on était même à 915 000 contrats d'apprentissage. Pour se donner aussi un ordre d'idée de l'explosion de l'apprentissage, les chiffres ont triplé entre 2017 et 2023. Deuxième question, Graciane.
Donc maintenant, sur les contrats de professionnalisation, on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes volumes. Est-ce qu'on est à plus de 20 000, plus de 40 000 ou plus de 60 000? C'est peut-être un peu plus difficile. Oui, exactement. On est à plus de 40 000, un peu plus de 40 000 en 2024. On voit que là où l'apprentissage est en train d'exploser, le contrat de professionnalisation, lui, est en train de diminuer fortement par rapport à 2023. Pour vous donner une idée, on est à moins 19%. Et puis c'est une baisse voilà, qui est assez continue depuis quelques années. Il y avait des discussions un temps sur la fusion des deux contrats. Aujourd'hui, quand même, les deux types de contrats correspondent à deux réalités un petit peu différentes. Donc, elles sont aujourd'hui maintenues dans leur distinction. Qu'est-ce que ça va devenir dans le temps? La question se pose et reste toujours en suspens. Et troisième et dernière question, Graciane, pour introduire le sujet. Alors, on voulait voir aussi quels sont les domaines, à votre avis, les 4 grands domaines professionnels qui concentrent les 2 tiers des offres en alternance. Ce n'est pas des contrats signés, mais des offres en alternance, parce qu'on voit que dans les pratiques de recrutement, il y a des secteurs qui sont habitués à déposer des offres, et puis il y a d'autres secteurs où on est plus sur le bouche à oreille, sur voilà, le réseau, etc. Donc là, on est vraiment sur les domaines professionnels qui déposent des offres, les 4 grands domaines. Est-ce que là, on ouvre à tout le monde parce que c'est peut-être un petit peu plus compliqué? Peut-être que Carole, vous allez avoir une idée avec un petit indice. Alors, je dirais peut-être l'artisanat en 1. C'est le commerce qui a un. C'est pour le ça commerce. que je vous lançais Ok, je l'aurais pas mis. la balle. Ok. On est au national? Non, en Ouais. Nouvelle-Aquitaine. On est sur les chiffres. En Nouvelle-Aquitaine, c'est une étude qui a été menée par France Travail et par l'ADRETS, par l'État en région. Donc, c'est d'abord le commerce. Ensuite, le service à la personne et à la collectivité. Alors, quand on parle de ce secteur-là, c'est hyper varié. Ça va du coiffeur à l'aide à domicile en passant par la propreté. Donc voilà, un secteur assez varié. Ensuite, on a le support à l'entreprise. On a aussi d'ailleurs dans le service à la personne et à la collectivité, tout ce qui va être animation et sport, effectivement. Et puis en 3, donc le support à l'entreprise, donc tout ce qui va être fonction support, et puis l'industrie. Voilà pour vous donner quelques chiffres. Merci Graciane. Donc très rapidement pour l'alternant, on voit que les chiffres ont explosé, notamment sur l'apprentissage. C'est vraiment un dispositif qui a du succès. Autrefois voie de garage, aujourd'hui l'alternance c'est devenu une voie royale, et quel que soit le niveau d'études et le milieu social d'origine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est vérifié à travers différentes études. C'est aussi un dispositif qui présente une meilleure réussite au diplôme, même dans le supérieur par rapport au scolaire. Et puis, c'est un puissant accélérateur de carrière. Les études nous montrent aussi les personnes qui utilisent ce dispositif-là pour se former trouvent plus facilement un emploi que les personnes qui sont par la voie scolaire traditionnelle. Donc, c'est un dispositif aujourd'hui reconnu, très utilisé et qui explique sûrement les chiffres qui nous ont été présentés par Graciane. Côté entreprise, c'est un dispositif qui séduit de plus en plus les entreprises. On voit donc d'autres secteurs, nous, intervenir dans nos webinaires, dans nos événements. Donc, ça prouve bien que vraiment aujourd'hui, tous les secteurs d'activité se questionnent sur ce dispositif et s'y intéressent. 90% des entreprises se disent satisfaites de l'alternance sur le dernier baromètre qui a été réalisé en 2024. C'est aussi un levier pour les secteurs avec les métiers en tension RH. Donc là, on voit aussi que niveau statistique, ça augmente et que c'est une des solutions pour certains secteurs qui ont de grosses difficultés à recruter et à fidéliser. Et puis enfin, nous qui sommes très régulièrement sur les sujets d'emploi et de formation en lien avec des dirigeants et avec des responsables de ressources humaines, ça reste un dispositif qui répond au triple objectif, qui est celui de recruter,
Donc, avec une forme de pré-recrutement et de recrutement final, comme on l'a vu avec Lou. Ça permet de former, de développer les compétences de la personne que l'on recrute et ça permet aussi de la fidéliser. Donc, on est quand même sur les enjeux des ressources humaines et ce n'est pas neutre. Donc, si c'est un dispositif aujourd'hui qui a convaincu les personnes qui souhaitent se former, donc les jeunes et puis les personnes en contrat de Je suis sûre que c'est pas long. professionnalisation et les entreprises, par contre, il y a encore quelques écueils et c'est aussi pour ça qu'on a voulu travailler sur le sujet concernant le recrutement et l'intégration. Tiens, je te laisse compléter Oui. mon propos. Effectivement, si... Samia, vous voulez pas pardon, taper, je vais peut-être- essayer de le trouver toute seule, si j'y arrive pas. Là, on est Alors, on va d'accord, peut-être... Pardon, tout le monde n'a pas fermé tu son... ouvres ta mission en fait. Ah oui, c'est tout? Pardon. Oui. Attends, Alors, donc on va voir attendez. ce qu'il te propose. C'est Voilà, bon. c'est bon? Ok, pardon. J'étais un peu perturbée. Donc, effectivement, si l'apprentissage présente des avantages et pour l'entreprise et pour l'apprenti, on note encore quelques écueils et quelques problématiques encore liées et au recrutement et au maintien et à l'intégration de l'apprenti dans l'entreprise. Et le premier, c'est effectivement, on a des entreprises qui recherchent à recruter les apprentis, mais qui n'en trouvent pas forcément. Et de l'autre côté, on a aussi des apprentis qui s'engagent dans une formation et qui n'ont pas encore signé de contrat. Aujourd'hui, on est à peu près à 2500 jeunes en Nouvelle-Aquitaine qui n'ont pas encore trouvé de contrat et qui ont commencé leur formation. Donc, il peut aussi y avoir finalement une adéquation entre offre et demande. Par ailleurs, l'explosion des contrats d'apprentissage fait aussi que finalement, il y a un taux de rupture qui peut aussi augmenter au fil du temps en fonction de cette augmentation du nombre de contrats. On est à peu près 1 sur 5 contrats d'apprentissage qui est commencé et qui est rompu au cours des 9 premiers mois. Alors, on parle de rupture de contrat, on ne parle pas de rupture de parcours. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un contrat entre un apprenti et une entreprise qui est rompu. Pour autant, le jeune apprenti peut continuer son parcours de formation avec une autre entreprise. Et c'est là aussi tout le rôle de l'organisme de formation. Renaud pourra en dire un mot, puisqu'on est sur un nouveau système de financement de l'apprentissage. Un contrat, un financement pour l'organisme de formation. Les organismes de formation se sont totalement emparés de ce sujet de retrouver une entreprise derrière pour les situations où, dans le cas où entre un apprenti et une entreprise, ça ne fonctionne pas et pour plein de raisons différentes, on peut continuer à accompagner l'apprenti sur une suite de parcours avec un autre employeur. Enfin, vous parlez un petit peu des facteurs de rupture. Il y a eu une étude qui a été menée par la DRETS en 2022 sur les parcours et les ruptures tout au long du parcours dans l'entreprise. Ont été identifiés 3 types de facteurs de rupture qui font que finalement, ça ne va pas bien se passer entre un apprenti et un employeur. Ça va être les facteurs liés à l'entreprise elle-même. Le fait que l'apprenti n'ait pas bien compris ce qu'on attend de lui, n'ait pas bien compris le fonctionnement de l'entreprise, n'ait pas de bonnes relations avec son maître d'apprentissage, n'ait pas de bonnes relations avec le reste des collaborateurs, qu'il n'y ait pas de sentiment d'appartenance à l'équipe, qu'on ne reconnaisse pas son efficacité, qu'on ne le valorise pas non plus dans son parcours. Donc ça va être tous les facteurs liés à l'entreprise et on va voir tout au long de ce webinaire qu'il y a des leviers à activer pour éviter ça. Des facteurs aussi liés au métier. Finalement, un métier qu'on n'aime pas forcément, un métier auquel on n'est pas forcément attaché, qui ne nous rend pas fiers. Donc là aussi, certainement, Chérie, vous parlez de valorisation des métiers. Là aussi, il y a certainement des actions à mener sur ce volet-là. Et puis finalement aussi des facteurs liés à la situation personnelle qui font que quand on parle d'apprentissage, finalement, on peut avoir un écart, une distance entre le lieu de formation et l'entreprise. Donc, ça va être la question du logement, la question du transport, également des questions liées à la santé, des questions liées à des situations de handicap. Et puis, on le voit aussi, les alternants issus de milieux sociaux moins favorisés ont plus de difficultés à trouver une alternance, ont plus de difficultés
à être régulier pardon, à réussir à être là tous les jours et constant tout au long du parcours. Olivier, vous vouliez intervenir? Oui, non, vous l'avez peut-être dit, mais c'est juste une précision quant à qui la ventilation entre ceux qui rompent le contrat. Est-ce que ça provient plus de l'entreprise, de l'alternant lui-même? Parce que là, tous les constats que Non, vous là, faites, c'est plutôt lié à l'alternant. exactement, oui. J'ai pas bien précisé le contexte de cette étude-là. C'est une étude qui a été réalisée auprès de 500 apprentis, enfin 480. Et sur les 480, 90 avaient connu une situation d'apprentissage. Donc effectivement, la parole a été donnée à l'apprenti sur les attendus et sur la situation, qu'est-ce qui a pu mener à la rupture du contrat. Effectivement, la question n'a pas été posée à l'employeur. Votre réaction ou question déjà sur ce petit constat? Non? Ronan? Finalement, ces données de l'étude, on va y revenir aussi tout au long du webinaire parce qu'elles peuvent expliquer, elles peuvent voilà, éclaircir quelques leviers d'action et comment, qu'est-ce qui peut être attendu aussi des jeunes. Il nous semblait intéressant de vous la partager parce qu'on a tendance, nous, à écouter les employeurs et on trouve intéressant d'entendre aussi les apprentis sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Après, quand ça se passe pas bien avec un apprenti, puis que l'apprenti décide de partir, ça n'encourage pas vraiment l'employeur à réitérer l'expérience, quoi. C'est un Ouais. peu dommage. D'où l'intérêt voilà, d'identifier qu'est-ce qui a pu ne pas fonctionner pour pouvoir améliorer par la suite et pas effectivement. Parce que je partage complètement ce que vous dites, Olivier. On a des entreprises qui nous ont témoigné voilà, des mauvaises expériences et pour qui c'est terminé parce que c'est aussi un engagement. C'est aussi, voilà, quand on prend un apprenti, je pense que l'entreprise a la volonté de s'engager dans une démarche de partage et de pédagogie. Et quand ça fonctionne mal, et pour les équipes et pour le dirigeant, ça peut être compliqué. Après, ça peut être aussi l'entreprise qui envisage l'alternant comme un employé à part entière et qui finalement distribue des tâches qui ne devrait pas, enfin, un employé à part entière mais à moindre coût et à qui on attribue des tâches qui sont peut-être pas forcément en lien avec les compétences et le profil des personnes qui sont recrutées, quoi. C'est ce que montre exactement cette étude, les écueils à ne pas faire, effectivement, tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on va essayer de valoriser. Ouais, Ronan, tout à fait. Moi, non, je reviens juste, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je reviens sur le taux de rupture que vous donnez de 20-25%. Alors, en effet, il y a des études qui donnent vraiment le détail entre le secondaire et le supérieur. Bon, on a connu le boom de l'apprentissage avec le supérieur, mais à toutes les personnes qui sont présentes au webinaire, il faut savoir que le taux de rupture d'apprentissage de 20%, globalement, on l'a eu également dans les années 2000, dans les années 90. Ce taux est à peu près similaire, malgré le boom de l'apprentissage. Alors, je ne parle pas en valeur absolue, mais si on prend le pourcentage, on est quasiment sur les mêmes chiffres parce qu'on a toujours eu cette problématique du taux de rupture anticipée par rapport à tous les éléments dont on va parler. Donc, en fait, en pourcentage, il n'y en a pas plus qu'avant avant la réforme, même si maintenant, c'est des profils différents, notamment avec le supérieur. Allez, mais on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier point qui est celui du recrutement. Olivier a introduit un peu le sujet. On ne recrute pas un alternant comme un salarié. C'est peut-être ça le fil rouge de notre sujet aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que les différents intervenants ont commenté les deux questions que je leur ai posées pour préparer ce webinaire. Donc, on va faire un focus sur la définition du poste en amont, rentrer dans la phase de recrutement quand on décide de recruter, ce qui est le cas de certains d'entre vous. On va parler du sourcing, comment je cherche candidat. Et ensuite, on va parler de l'entretien de recrutement.
Donc, sur la définition du poste, tout commence en fait comme la recherche d'un salarié. En effet, on va se poser la question de j'ai mon besoin, quelles vont être les missions de la personne qui va venir prendre ce poste. Donc, sur ce premier temps de rédaction des missions, d'identification des missions, des projets et des tâches que l'alternant va réaliser, on peut déjà se poser plutôt en équipe avec les professionnels qui vont travailler avec l'alternant au quotidien et commencer à parler aux professionnels de l'alternant. Je crois que c'est un point que, Carole, vous vouliez valoriser et préparer les professionnels qui vont travailler avec l'alternant sur son arrivée. Oui, tout à fait. Alors, la préparation, en fait, l'amont, hein, avant de recruter, c'est un point très important. Je pense que là, je parle au nom de l'Opcommerce, mais les opérateurs de compétences, en général, sont très attentifs à ce point dans le suivi et le conseil qu'ils peuvent apporter aux entreprises. C'est vraiment de se poser en amont pour bien définir, en fait, ses besoins, les missions qu'on va attribuer à l'alternant et le poste. Et pour ça, je voulais faire un petit focus parce que je pense que tous les opérateurs de compétences disposent d'un observatoire prospectif et de plus en plus mettent à disposition de leurs entreprises adhérentes et de leurs partenaires en général des données intéressantes pour pouvoir construire justement cette fiche de mission pour pouvoir définir son poste, puisque alors en l'occurrence pour l'Opcommerce, c'est un site internet qui s'appelle Perspective Commerce. On peut aller chercher de l'information sur les métiers, les compétences, les compétences qui sont transférables d'un métier à l'autre, l'adéquation entre les compétences métiers et les référentiels de formation. Donc c'est aussi l'idée, c'est aussi de pouvoir identifier les formations qui correspondent à ces besoins. Et aux missions qu'on va confier à l'alternant. Et pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, éviter justement qu'il y ait ce gap, cet écart en fait entre ce qui va être réalisé par l'alternant pendant son temps en entreprise et puis ce qu'il va apprendre à l'école. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel et qui peut être accompagné tout à fait par les conseillers emploi-formation des opérateurs de compétences. Vraiment la préparation de cette fiche de poste. Comme vous le disiez tout à l'heure, Cindy, je pense que on recrute pas un alternant comme on recrute un salarié classique, et il est très important d'engager l'ensemble des équipes dans le projet. Le recrutement d'un alternant ou de plusieurs alternants, c'est vraiment un projet d'entreprise, et il faut que les équipes soient mobilisées. Alors, c'est ce que j'avais noté hein, d'important, c'était vraiment de pointer en fait les rôles des différentes parties prenantes dans l'alternance. Donc il y a le tuteur effectivement en entreprise qui a une place prépondérante, mais il n'est pas le seul à avoir de l'importance. Tous les services, toutes les équipes vont pouvoir jouer leur rôle dans l'intégration et puis tout au long du parcours de l'alternant. Donc c'est très important de les mettre dans la boucle dès le départ, de bien définir les objectifs ensemble, et ça permet aussi une cohésion d'équipe. Hein. C'est une plus-value pour l'entreprise parce que quand tout le monde est investi dans le projet, après, ça crée du lien, ça crée aussi du sens dans le recrutement. Voilà. Merci Carole. C'est aussi le moment où on va commencer à identifier peut-être les domaines de formation qui vont être en lien avec les missions, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément pour un salarié qui arrive avec une expérience, une formation déjà acquise, qui n'est pas en situation d'apprentissage. Mais là, c'est se poser la question pour réaliser ces missions, quels sont les domaines de formation et les centres de formation vers lesquels on va se tourner. Et sur ça aussi, on se rend bien compte que c'est une étape qui n'est pas forcément réalisée par les entreprises lorsqu'elles définissent le poste. Donc, c'est à faire très, très en amont. Ensuite, une fois qu'on a défini le poste, on va commencer à rédiger son offre. Donc là, il est bien quand même, vu qu'on s'adresse à un public spécifique, d'être le plus clair possible sur en quoi consiste le poste et l'émission, de préciser, de valoriser l'expérience ou les atouts de l'entreprise dans le recrutement de l'alternant. Alors, si c'est la première fois, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place et de valoriser dans ce projet-là?
Et puis, si vous avez l'habitude de recruter des alternants et que vous avez des processus un petit peu particuliers, c'est bien de les valoriser et de montrer que vous avez l'expérience parce que les alternants cherchent aussi des entreprises en capacité de les accueillir. Donc, ils sont aussi attentifs à ça dès la lecture de l'offre. Je crois que c'était quelque chose que tu avais identifié aussi, Gracia, dans ton étude. Je crois que votre micro est coupé. Tout à fait, pardon. Merci beaucoup. Effectivement, on le voit dans l'étude, pour 52% des rupturants, le travail, les missions du poste avaient été clairement expliquées, alors que pour 81% des apprentis qui n'ont pas connu de rupture, ce travail de didactique, d'explication du contexte, du poste, du fonctionnement de l'entreprise avait été fait. Donc, on voit clairement un gros gap entre les apprentis qui poursuivent finalement leur apprentissage tout au long du parcours. Voilà, cette phase-là d'explication de comment se passeront les choses dans l'entreprise est essentielle. Ensuite, il y a la deuxième étape sur la phase de recrutement, ça va être le sourcing. On va diffuser notre offre. Alors, ça peut être sur les plateformes et les job boards classiques, mais il existe aussi plein de plateformes spécialisées. Donc, il faut les connaître. On vous en a mis quelques-unes qui visent uniquement ce public-là. Il ne faut pas hésiter aussi à utiliser les réseaux sociaux, ça c'est en général bien connu, ou le réseau de l'ancien alternant, ça peut être un bon filon. Et vraiment ce sur quoi on voulait mettre le focus aujourd'hui en termes de recherche, c'est de de profiter du lien que vous pourriez avoir avec certains organismes et centres de formation. C'est en tout cas comme ça que ça s'est fait entre la société STENI et l'organisme de formation IFCG. Donc, on va laisser la parole aux concernés, peut-être Renaud dans un premier temps, et puis si Marine et Lou veulent compléter, c'est avec plaisir. Oui, tout à fait. Donc, en effet, comme vous voyez, pour résumer par rapport au sourcing, nous, la petite Lou, c'est une personne qu'on connaissait, qui avait déjà fait une première formation au sein de notre structure. Alors, c'était un peu particulier dans le sens que c'est une personne qui était mineure, donc pour avoir une embauche classique dans la branche propreté, c'était compliqué. Comme on travaille beaucoup avec Steny, qui expliquait qu'il y avait vraiment une politique vraiment interne de développer l'alternance et l'apprentissage. Donc, elle a pu être accueillie au niveau de Steny rapidement, d'autant plus qu'elle le dira, je ne sais plus si elle avait fait des stages déjà avec Steny. Et en fait, nous, on connaissait déjà la société Steny. On a en effet la relation école-entreprise, c'est fondamental. Moi, comme je l'ai dit en conclusion, on doit être un facilitateur aussi bien vis-à-vis de l'entreprise, de bien connaître en effet ses besoins, sa politique RH, de connaître bien les métiers dans lesquels notamment Lou allait intervenir. Donc, elle connaissait parfaitement les missions, parce qu'elle avait déjà une petite expérience en tant que stagiaire. Et en fait, nous, on est un facilitateur également. Alors, tout dépend de la structure avec qui vous travaillez, mais au niveau des démarches administratives, parce que même si maintenant les l'OPCO Commerce est présent aujourd'hui, mais c'est vrai que nous, on travaille avec d'autres OPCO. Maintenant, en effet, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années au niveau des démarches administratives. Mais en effet, il y a plein de petites structures, et notamment dans la branche de la propreté, il y a beaucoup de TPE, PME, et c'est vrai que ça reste des fois des obstacles aussi pour du recrutement. Donc, il faut vraiment être facilitateur sur tous les plans, du début et jusqu'à la fin de la formation. Est-ce que Lou, vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé pour vous, du coup, cette mise en relation avec l'entreprise? Mais du coup, de base, je voulais chercher je voulais être en CDI ou un truc comme ça, mais j'étais mineure. Du coup, monsieur Delage m'a proposé de faire un CAP. Et du coup, il m'a directement donné contact avec Steny. Je crois, si je ne me trompe pas, j'ai eu un entretien d'embauche la semaine d'après. Et un mois après, j'ai commencé avec Steny. Donc, c'est vrai que c'est un bel exemple de par ce lien qu'il y a entre l'entreprise et l'organisme de formation. Et puis, en plus de ça, en termes géographiques, on n'est pas loin. Donc, c'est vrai que
ça peut accélérer le parcours de l'alternant. Et puis, je pense aussi que c'est moins stressant pour l'alternant de pouvoir compter sur un organisme de formation qui est très réactif et qui a un bon réseautage, quoi. Un bon réseau, plutôt. Merci. Donc, l'idée vraiment, c'est de ne pas oublier d'aller identifier les organismes de formation concernés par rapport aux besoins de l'entreprise. Si on n'a pas de relation encore avec ces organismes de formation, ben, il suffit juste de se mettre en lien, de le créer. Il y a un début à tout. Nous, on peut vous y aider aussi, les OPCO aussi. Et ensuite, d'expliquer clairement quel est votre besoin. Et si ce lien se fait, en tout cas, si le recrutement passe par ce sourcing-là, ça va être en plus quelque chose de très fédérateur pour la suite, parce qu'on voit que ce lien-là, il est aussi très important dans le processus d'intégration. Donc, si on l'utilise dans le cadre du processus de recrutement, eh ben, il y a une double valeur ajoutée. Et ensuite, il y a le fameux entretien de recrutement. Donc là, quand vous avez réussi à identifier des candidats et que vous passez les entretiens de recrutement, on va revérifier à ce moment-là, c'est encore important, mais l'adéquation de la formation avec le poste. Donc là, il faut vraiment regarder dans le détail le programme de formation, questionner l'alternant, et puis s'il faut, là encore une fois, contacter l'organisme de formation. Regarder l'adéquation aussi du planning de l'école avec les attendus du poste et le fonctionnement du service, parce que on sait que sur ces points-là, il y a parfois aussi des écueils, et donc ça se discute bien en amont, et pas une fois que l'alternant est dans l'entreprise. Les modalités de transport, de restauration, de logement et tout ce qui peut toucher à la situation particulière et personnelle de l'alternant, pour toutes les raisons qu'on a vues en amont avec Graciane. Beaucoup d'entreprises nous témoignent qu'il est important sur ces phases de recrutement d'aller aussi tester les compétences comportementales à travers quelques mises en situation. Alors, on est avec des personnes jeunes la plupart du temps et moins jeunes, mais en phase d'apprentissage, et ça peut être important si vous avez des attendus en termes de posture, de comportement, de vérifier que la personne, elle s'y inscrit, ou en tout cas, elle va être en capacité de s'y inscrire et d'apprendre et de les développer. Et puis, ce qui vraiment nous a été valorisé en préparation de ce webinaire, c'est la question de la double motivation du candidat. Donc, je vais relaisser la parole à Marine et à Lou, parce que c'est votre directeur qui nous disait que si on ne vérifie pas cette double motivation, ben, on passe à côté de quelque chose aussi, et puis derrière, ben, ça peut échouer. Oui, tout à fait. Donc, Monsieur Horry, notre directeur qui a répondu à ces questions, nous précisait bien que pour pouvoir avoir un parcours qui fonctionne sur le long terme, il faut qu'il y ait la motivation du candidat, bien évidemment, par son intérêt, par sa formation, par les actions qu'il fait quand il est en apprentissage au sein de l'organisme de formation, mais également dans l'entreprise pour toutes les tâches qui ont été définies et tout ce qui fait la spécificité du poste. Et également une double motivation avec la motivation de l'entreprise de vraiment bien accompagner au quotidien la phase d'apprentissage du candidat. Et c'est vraiment avec ça, et du coup en faisant le lien et construire un lien solide entre l'entreprise et l'alternant qui fait qu'on a un parcours qui peut aller jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que toi tu l'as senti? Oui, ça. Ouais. Non, mais en vrai, est-ce que tu... Ah oui, ils ont posé beaucoup de questions pour savoir si... Un truc tout bête, un entretien d'embauche, je m'as demandé si j'avais recherché ce que Steny faisait exactement. Ouais, donc si tu t'étais intéressée à l'entreprise. Ouais. Si j'avais fait des recherches et tout. Ok. Et je l'avais fait. Et tu l'avais fait. Donc, tu étais motivée. Ouais. Ok, c'est un bel exemple du coup. Alors moi, j'ai pas forcément un bon exemple puisque j'avais recruté l'année dernière, une personne m'avait sollicité pour que je la prenne en stage en alternance à l'école de commerce de Pau. Et donc, elle a été effectivement assez insistante. Bon, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Et en fait, eh bien, sur le terrain, quand je l'ai prise, ça s'est pas très bien passé et ça a duré une semaine. Voilà. Et c'est vrai que le temps compté si vous voulez, à passer à faire les formalités, etc. Franchement, c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi.
C'est pour ça que je reviens quand même, parce que je pense que c'est quand même une bonne solution. Mais c'est vrai que la personne n'avait pas les bases, et en fait, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Voilà. Merci pour ce retour d'expérience. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'après, c'est compliqué de se réinvestir Ouais. dans un tel dispositif. Renaud, je crois que vous vouliez compléter sur la notion de motivation à vérifier lors de Voilà, l'entretien moi, de recrutement. pour les partenaires qui sont là, les entreprises, en effet, moi, je reviens, mais à travers l'exemple de Lou, c'est exactement ce qui s'est passé sur les éléments que vous donnez. Bien souvent, il y a un planning qui est imposé, alors des fois de la part des organismes de formation et CFA, je fais absolument mon mea culpa, mais dans le cas de Lou et notamment dans la propreté, il y a des jours où en effet, dans la semaine, ils ont beaucoup d'activités. Donc nous, on avait fait une alternance sur une journée par semaine, alors que souvent, vous savez, il y a beaucoup d'alternance sur 2 ou 3 semaines d'affilée et ça pose beaucoup de problèmes pour des entreprises. Voilà. Lou, il faut savoir qu'elle habitait à Libourne. On savait très bien que les chantiers étaient sur Senon, qu'il fallait être là à 7 heures du matin sur le chantier à l'entreprise. Donc, on a sécurisé la chose. Ils étaient au courant dès le démarrage et de trouver une solution de logement avec des foyers jeunes travailleurs, des solutions de logement et de mettre directement, comme elle était mineure, des cours de conduite pour que rapidement elle ait son permis. Voilà. Et en effet, j'interviens aussi, là, je pense que c'est très, très important, je dirais, c'est 50% du recrutement, mais aussi bien pour l'internat que pour un salarié classique, les fameux soft skills. En effet, c'est une personne, malgré qu'elle ait 17 ans, qui avait une certaine maturité, qui savait ce elle voulait s'en sortir, elle s'adaptait bien aux personnes, elle essaie s'adapter aussi bien que ça soit au CFA ou en entreprise, et c'est ce qui a bien matché, comme on dit. Donc c'est vrai, il y a tous ces éléments-là, et c'est vrai que ça demande un gros travail pour un recruteur. C'est pour ça qu'il faut, ce travail, il faut le décharger auprès des CFA que nous sommes. C'est notre boulot, et on connaît mieux des fois les jeunes que les entreprises, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce que l'apprentissage est jusqu'à moins de 30 ans. Mais c'est vrai, ce qui est important, c'est de bien sécuriser en amont si vous voulez, les écueils qu'il y a et le taux de rupture qu'il y a, c'est parce qu'en amont, quand ça ne marche pas, ou en effet, ou lorsqu'au dernier moment, on prend quelqu'un, tout n'est pas préparé, mais à l'issue, il y a des ruptures. Merci Renaud. Est-ce qu'il y a d'autres retours d'expérience, d'autres questions sur le recrutement? Non, alors, dernier petit conseil qu'on voulait vous donner, c'est que il y a des choses à sécuriser, en effet, à vérifier lorsqu'on recrute, mais il faut aussi valoriser, donner envie à l'alternant, parce que parfois, on a aussi des employeurs qui nous disent, bah, on pensait que ça allait le faire, l'alternant avait l'air très motivé, on avait tout checké, tout se passait bien, et puis finalement, on a reçu un message comme quoi il avait candidaté auprès d'autres entreprises, et puis il est parti chez un concurrent ou sur un autre projet. Donc, il y a aussi un jeu de séduction à avoir côté entreprise. Donc, pour ça, qu'est-ce qui est important pour un alternant, c'est de valoriser votre connaissance de l'alternance, de ce dispositif, que vous ayez mis en place un parcours d'intégration, que vous ayez impliqué les professionnels et notamment un tuteur. Donc ça peut faire la différence. On a des alternants qui en témoignent en disant, je suis allé dans cette entreprise parce que justement, ils savaient accueillir des alternants là où dans une autre, j'ai considéré qu'ils allaient me recruter comme un salarié à part entière. Donc ça, c'est important. À la fois, il faut aussi, même si on reconnaît l'alternant comme différent du salarié, il faut être capable, côté employeur, de valoriser le fait qu'il ait le statut de salarié et qu'il va appartenir à une équipe. Donc, en fait, c'est un petit peu particulier, mais même ce n'est pas un salarié comme un autre, il va appartenir à l'équipe et fonctionner avec des personnes qui ont le statut de salarié. Et il va en bénéficier d'ailleurs. Donc, il faut lui garantir ces éléments-là. Et puis, pourquoi pas lui parler des possibilités d'emploi post-alternance. Carole nous en parlera tout à l'heure. Mais c'est qu'est-ce qui se passe après? Je suis en train aujourd'hui de me former, d'apprendre et de travailler au sein de votre équipe, au sein de votre entreprise. Mais est-ce qu'il y a des possibilités pour la suite? Et ça doit être discuté dès l'entretien de recrutement. Je vous propose qu'on continue. On pourra revenir s'il y a des questions sur le recrutement. Mais dans l'hypothèse où ça y est, vous avez... Pardon, Cindy. Oui, vas-y. Pardon, excusez-moi. Juste, je voulais rajouter un petit point. La loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié totalement
le système de l'apprentissage. Il y a quelque chose qui peut être du détail, mais qui change aussi tout dans la philosophie de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'apprentissage ne dépend plus du code de l'éducation, mais du code du travail. Ce qui signifie que, comme le disait Cindy, certes, c'est un statut particulier, on ne recrute pas un apprenti comme on recrute un salarié classique. Pour autant, l'apprenti, c'est pas un stagiaire chez vous, c'est votre salarié et il fait partie de vos équipes. Et donc, avoir ça aussi en tête. Pardon, c'était juste pour compléter aussi d'un point de vue aussi juridique. Merci Graciane. Je poursuis sur du coup l'intégration de l'alternant, où là on a voulu faire un focus sur 3 points. Donc revenir sur le rôle du tuteur en entreprise, là, il y a vraiment un enjeu sur ce sujet-là et des écueils à travailler. Sur le parcours d'intégration, donc là il y a une belle proposition qui a été faite par nos intervenants et aussi la formation. La formation avec le plan de formation personnalisé de l'alternant, Carole nous en parlera, mais aussi la formation et la politique de formation dans l'entreprise. Donc, le rôle du tuteur en entreprise, pourquoi on a voulu vous en parler sur le sujet de l'intégration? Parce qu'on sait que côté alternant, c'est peut-être l'élément le plus central. La valeur formatrice de l'expérience, c'est l'attente numéro 1 des alternants et ça repose sur ce lien fort avec le tuteur. Je crois, Graciane, c'est encore ressorti dans l'étude que tu as adorée. Effectivement, on voit la différence entre les apprentis qui ont eu un vrai rapport avec leur maître d'apprentissage, qui pouvaient compter sur eux. On est sur 86% des apprentis qui répondent avoir pu compter sur leur maître d'apprentissage lorsqu'ils ont été au bout du parcours de formation, alors qu'on n'est plus qu'à 51% pour le cas des rupturants. Et en complément, sur les échanges réguliers également, 65% des apprentis qui ont été au bout avaient des échanges réguliers pour faire des points sur leur travail, sur comment ils se sentaient, sur besoin de l'appui, etc. Alors que seulement 38% des apprentis ont eu ces points-là et donc n'ont pas été au bout de leur parcours. Je te laisse continuer et après on va laisser la parole à Carole à la prochaine. Ouais, d'accord. Alors je poursuis avec mes données et puis voilà, après on arrêtera de vous abreuver de chiffres. Mais juste, je trouve que c'est assez parlant de voir ces écarts entre les non-rupturants et les rupturants. Pour les rupturants, 63% répondent avoir appris leur travail en se débrouillant seuls. On n'est vraiment pas du tout sur le concept même de l'apprentissage. Donc, pas de surprise sur le fait qu'ils n'aient pas été au bout de leur parcours. 35% auraient aimé être mieux accueillis. 43% se sentaient isolés et seulement 34% se sentaient valorisés, alors qu'on voit que ce n'est pas du tout le cas sur les apprentis qui vont au bout du parcours, puisque 3/4 des apprentis reconnaissent ce sentiment de valorisation et ce sentiment d'appartenance à l'équipe tout au long du parcours. On avait 2 interventions, donc on va commencer par Carole et ensuite on va laisser la parole à Chérie. Oui, alors je voulais ajouter un petit point pour renforcer encore cette partie sur le rôle du tuteur. Je pense que ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que effectivement, le tuteur pour le contrat de pro et le maître d'apprentissage pour le contrat d'apprentissage, ce sont des fonctions qui sont obligatoires lorsqu'on met en place un contrat en alternance, mais obligatoire ne veut pas dire subi. Et ça, je pense que c'est vraiment un point très important à préciser parce que en fait le tuteur, même si on l'a dit tout à l'heure, il n'est pas le seul dans l'écosystème de l'alternant et heureusement, mais c'est quand même le point d'entrée de l'alternant dans l'entreprise, c'est son interlocuteur privilégié, c'est celui qui va l'accueillir, qui va le prendre en charge, qui va lui transmettre aussi son savoir. Et donc, il est vraiment primordial que ce soit une fonction qui soit embrassée avec enthousiasme et que ce soit quelque chose qui soit absolument pas subi. Parce que sinon, je pense que là, pour le coup, ça peut être vraiment un facteur de rupture si l'alternant a face à lui une personne qui ne souhaitait pas
l'accompagner, qui n'a pas le temps, voilà, qui a pris ce rôle un petit peu par contrainte. Donc c'est vraiment quelque chose à préparer en amont et à réfléchir avec les équipes pour désigner la bonne personne selon l'alternant. Voilà, je voulais juste apporter cette petite précision. Merci, Carole. On laisse la parole. Il y avait encore Chérie qui voulait s'exprimer, je crois. Oui, on parle beaucoup du tuteur, de l'entreprise, du jeune. Il ne faut pas oublier que quand même, c'est une relation tripartite. Et l'organisme de formation, donc l'organisme d'accueil, l'école, le CFA, peu importe, a aussi un rôle hyper important. C'est-à-dire qu'avant signature de contrat ou au moment de la signature de contrat, de ne pas hésiter, de prendre 5 minutes, de ne pas hésiter à rappeler au maître d'apprentissage, au tuteur, peu importe, ses missions. Comment? Ne pas hésiter à l'accompagner tout au long de la formation, c'est-à-dire via des rendez-vous semestriels, toujours en tripartite, pour voir voilà, si tout se passe bien, si les missions sont bien respectées, si le savoir-être de l'un et de l'autre matche bien, puisque souvent, il y a rupture parce qu'il y a manque de communication. S'il y a déjà une communication, il y a des relations, enfin des rendez-vous qui sont organisés au moins 2 fois par an en tripartite, en disant, OK, vous parlez, toi tu parles, qu'est-ce qui va pas? Ben ça va bien, c'est top, OK, ça va pas, OK, comment on peut l'arranger? Et le fait de mettre une personne de l'organisme de formation dans ce rendez-vous permet aussi souvent de temporiser, puisqu'il y a des écarts générationnels, hein. Un jeune qui a 17-18 ans, qui a un maître d'apprentissage, et je l'ai vu, qui a 60 ans, ils n'ont pas les mêmes codes, ils n'ont pas les mêmes manières de fonctionner, ils n'ont pas la même vision des choses. Donc, pour les tuteurs, de ne pas hésiter, puisque je sais que malheureusement, il y a des écoles qui ne font pas le suivi comme ça, de ne pas hésiter à se rapprocher de l'école, de dire, bon, ben là, c'est un peu tendu avec mon alternant. Qu'est-ce que je fais mal ou est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce qu'on peut s'organiser un temps? Puisque des fois, voilà. Donc, le rôle de l'organisme de formation est aussi hyper important et on évite un tas de ruptures en étant présents, nous, les organismes de formation, parce que des fois, c'est juste un petit truc et ça a été mal perçu, alors qu'au final, en faisant un peu de médiation, et ça m'est arrivé plein de fois, au final, le contrat va jusqu'à son terme et dans le meilleur des mondes, c'est le pays des bisounours. Mais il faut juste, voilà, souvent c'est un peu de com et voilà, c'est une relation tripartite. Faut pas l'oublier. C'est tout. Carole? Oui, alors on aura peut-être l'occasion de le réaborder après, mais comme on est sur le rôle du tuteur, je voulais préciser aussi que c'est une fonction qui est pas forcément innée et qui s'apprend aussi. Il y a des formations à la fonction tutorale qui sont prises en charge financièrement par justement vos opérateurs de compétences. Alors après, le niveau de prise en charge va dépendre de votre branche professionnelle et des accords, mais quoi qu'il en soit, la formation tuteur est prise en charge financièrement et elle est vraiment elle est importante, elle permet vraiment au tuteur d'embrasser sa fonction dans de bonnes conditions et elle est valorisante aussi parce que ça marque quand même le coup. C'est pas simplement une casquette qu'on donne à la personne au moment où l'alternant démarre, c'est vraiment une préparation en amont et ça permet de valoriser la fonction. Merci à toutes les deux. Et en effet, dans le rôle en tout cas dans ces formations, ça permet aussi parfois au tuteur d'adopter une posture, celle qu'on appelle du mentoring inversé. Mais comment je me positionne avec l'alternant et comment je peux aussi apprendre de l'alternant. Parce que ça permet quand même d'hybrider les compétences, d'impulser une certaine dynamique aussi dans l'entreprise. Mais si le tuteur qui est au contact régulier avec l'alternant, puis l'ensemble des équipes, n'est pas dans cette posture aussi pour écouter ce que l'alternant peut apporter à travers sa formation qui est un peu plus fraîche, c'est dommage. C'est un échange qui peut être fructueux, qui ne se fait pas. Donc, on encourage vraiment la formation du tuteur. On se rend compte que les personnes qui, en tout cas, vont sur ce rôle-là et qui passent par la formation après, disaient, j'étais déjà assez investie, volontaire, engagée. C'est le premier point que Carole soulignait. Mais la formation, ça m'a donné quand même matière à développer ma posture, à aller sur des outils qui ont permis vraiment de renforcer ce lien-là. Et petite précaution que nous, on voulait quand même vous apporter à travers nos échanges avec les entreprises, c'est de savoir distinguer aussi le rôle du responsable hiérarchique et du tuteur en entreprise.
C'est pas tout à fait les mêmes fonctions et parfois il y a confusion aussi. Là où le tuteur, c'est quand même une épaule sur laquelle l'alternant va pouvoir se reposer. Donc il y a aussi ce tripartite dans l'entreprise qui n'est pas toujours clair et dessiné, mais un alternant doit savoir qui est son responsable hiérarchique, qui est son tuteur et quelles sont les missions de l'un et de l'autre. Donc clarifier les rôles, c'est très important aussi. Est-ce que Lou, vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience sur comment ça s'est passé, votre intégration au sein de l'entreprise TENI, la posture du personnel, parce que votre directeur, lui, met un point d'honneur à ce que le personnel de l'entreprise soit dans l'écoute et dans une posture qui soit adaptée pour vous. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, au début, c'était un peu compliqué parce qu'on apprend, on a un peu peur de ce qu'on fait. Mais après, j'avais une bonne collègue. Du coup, ça allait. Ma responsable était plutôt bien. Alors là, il faut que tu le dises, ton tuteur, c'était ta responsable Oui, hiérarchique oui. également. Ok. Et du coup, c'est passé aussi par le fait que ta collègue, tu Oui. t'entendais très bien aussi d'un point de vue personnel. Et du coup, ça se passait, Ouais, c'est ce qui t'a permis aussi de… parce qu'au début, de base, j'étais avec une autre personne et c'était pas pareil. Du coup, c'est plus compliqué quand on s'entend pas bien avec la personne. Elle a plus peur de poser des questions, demander pourquoi on fait comme ça. Parce oui, on a des cours, mais c'est pas exactement pareil qu'au travail. Du coup, si on s'entend pas bien avec une personne, c'est plus compliqué. Donc, vous avez eu un changement de tuteur, c'est ça? De responsable, la personne qui vous a Non, accompagné à… de collègues. Non, de collègues. Parce que D'accord. le tuteur, c'était toujours la même personne. C'était une responsable à moi avant. Et, Oui, c'est vrai que ça, c'est pas… on en parlait avant que Lou intervienne. C'est vrai qu'il n'y avait pas de séparation entre rôle hiérarchique et tuteur. Et c'est vrai que je ne sais pas si Émilie, donc ta tutrice à l'époque, avait fait cette formation tuteur, mais c'est vrai qu'il y a clairement moyen de s'améliorer, même si finalement ça s'est très bien passé, Ouais. tu aurais tendance à dire, avec le temps, parce qu'il y a aussi le facteur humain qui joue dedans. Et c'est vrai qu'être dans un environnement où on est en confiance, ça permet voilà, de valoriser ton expérience. Mais c'est vrai que tu avais la chance voilà, d'être accompagnée par ta tutrice qui était quand même là Ouais. au téléphone. Et tu avais la chance d'être accompagnée par ta collègue qui finalement, c'est vrai, peut-être même si ce n'était pas valorisé, ta collègue a quand même eu ce rôle de tutrice Ah en oui. vrai. C'est pas marqué sur le papier, mais en soi, c'était elle. Voilà, c'est vrai que c'est le constat peut-être qu'on peut faire de l'exemple de Lou. C'est ce qu'elle m'expliquait à l'instant. Ok, merci. Renaud, vous vouliez compléter? Justement, là, l'exemple de Lou et son témoignage, c'est l'exemple typique de la difficulté de savoir qui on désigne par maître d'apprentissage. Pour vous faire un retour d'expérience rapide, il y a 1 an et demi, je travaille avec le GIEC Propreté, qui est un groupement d'employeurs pour la propreté sur le Pays Basque. Et on a voulu un peu savoir qui étaient les tuteurs, comment ils voyaient leur mission. Et donc, on a fait un tutorat inversé. On les a fait venir à des petits déjeuners explorateurs. Et en fait, on s'est rendu compte au quotidien que souvent, vous le disiez tout à l'heure, on met le maître d'apprentissage parce que c'est obligatoire. On peut mettre le chef d'entreprise, surtout pour une petite TPE. Et au quotidien, ce n'est pas du tout le chef d'entreprise qui va s'occuper de l'apprenti. Dans l'exemple de Lou, il y avait un double tutorat, en fait, voire un triple tutorat, si on considère avec notre tutorat à nous. Il y avait la responsable, Émilie, qui était la tuteure et qui faisait le point régulièrement, mais qui ne travaillait pas au quotidien avec Lou. Et puis après, il y avait sa collègue ou une autre collègue qui, elle, était plus là pour l'organisation du chantier, le geste technique. Tiens, je suppose, elle a dû lui dire, tiens, mais Lou, non, il faut faire ce protocole. N'applique pas forcément le protocole qu'a dit FCG Carrière. Ça, c'est une petite anecdote, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, et bien souvent, notamment pour des petites entreprises, il y a plusieurs tuteurs. Et qu'en effet, tout à l'heure, vous avez dit que la formation, en effet, je ne sais pas si Émilie, à l'époque, en tout cas pas d'autre part, elle avait été formée en fonction du tutorat. On l'a vu bien souvent à travers des entretiens, on s'est vu régulièrement. Mais c'est vrai que la difficulté pour des entreprises, c'est que être maître d'apprentissage, déjà, ils ne sont pas forcément tous volontaires. C'est compliqué, ça demande… Tout à l'heure, on a parlé de choc générationnel, c'est le cas.
Et le maître d'apprenti, en effet, tout à l'heure, vous avez montré au début de vos démarrages, on voit la personne qui nous montre le geste technique. Mais ça, c'est le maître d'apprentissage d'un point de vue technique. Mais il va y avoir son responsable, peut-être c'est pas lui qui a été désigné, et donc il peut avoir un double maître d'apprentissage, voire un triple. Et suivant les fonctions, c'est la difficulté qu'il peut avoir par rapport à ça. Merci Renaud. Olivier? Oui, oui, non, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit la personne qui a parlé avant, la personne de l'Opco Commerce, je crois. Carole. Carole. Peut-être, je sais pas, non, qui parlait de l'importance de l'organisme de formation. Parce que, oui, juste pour vous partager donc, l'expérience associative que j'ai, moi, c'est le maître d'apprentissage de l'organisme qui a débrouillé une situation assez compliquée avec l'alternant que j'avais, qui était quelqu'un que je connaissais quand même depuis un certain temps, puisqu'il y avait et ça rejoint ce que vous disiez par rapport au recrutement, mais il y avait en fait une incompréhension quant à la définition du poste et des missions de l'alternant, et c'est vraiment grâce à l'organisme de formation et grâce à l'implication du maître de stage côté organisme de formation qui a vraiment réussi à la fois à fluidifier les échanges entre l'alternant et moi, et qui a permis vraiment d'éviter à ce que je vire l'alternant, pour être très honnête, puisqu'il n'était pas d'accord avec la fiche de poste que je lui proposais. Donc j'ai dû regarder les fiches de poste équivalentes pour voir si je ne me trompais pas, la faire valider par le maître de stage, et que derrière le maître de stage me rappelle mon rôle par rapport à l'alternant, et rappelle à l'alternant son rôle par rapport à l'entreprise. Et on s'est vu la semaine dernière pour suivre le déroulé des missions de l'alternant, et il a relevé le niveau d'importance que devait avoir l'alternant au sein de la structure. En gros, ça a terminé en disant fallait qu'il laisse une marque, quelque chose dans l'entreprise, une trace de son passage, en gros, soit par un projet qu'il pouvait mettre en place ou autre. Mais j'ai trouvé vraiment que sa démarche, c'est pour ça que je voulais valoriser ce qu'a dit la personne qui a parlé de ça tout à l'heure, parce que c'est vraiment hyper important en fait que, au-delà des formations de tutorat qu'il peut y avoir, mais l'implication de toutes les parties, enfin ce côté tripartite en fait, est vraiment pour moi quelque chose d'hyper important, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit dans une asso comme celle dont j'ai parlé. Voilà, pardon, j'ai été un peu long. Merci Olivier. Je pense que vous réagissez au propos de Chéri tout à l'heure, qui parlait justement de ce rôle de médiation de l'organisme de formation. Merci chérie. Mais bon, c'est ça. On continue, mais du coup, ça fait le lien avec le deuxième point qu'on voulait valoriser dans le processus d'intégration, c'est de créer un parcours d'intégration spécifique pour vos alternants. Alors, déjà, avant l'arrivée, des choses un petit peu classiques qui peuvent paraître un peu bateau, mais qui sont très appréciées pour l'alternant, c'est de lui envoyer un mail de bienvenue ou de revenir vers lui avant que son contrat démarre, avec des informations classiques, mais aussi des petits tips qui peuvent l'aider sur comment se positionner, se poser les bonnes questions à son arrivée, anticiper les questions de matériel. Donc bon, ça vaut pour toute personne qui arrive dans une entreprise. Et puis côté entreprise, donner de l'information, même si on les a déjà impliqués, leur dire, ça y est, on vous rappelle qu'on avance dans notre projet et que l'alternant va bientôt être là, donc donner des indications sur la personne qui arrive, sa mission, rappeler sa mission, mais aussi rappeler le contenu de sa formation et le projet d'apprentissage dans lequel cette personne s'inscrit. Ça, c'est avant l'arrivée. Et ensuite, le jour de l'arrivée, il y a ce qu'on appelle la journée d'intégration. Donc là, je vais laisser la parole à Carole qui a quelques conseils à donner sur cette journée-là, ou cette demi-journée en tout cas. Oui, alors j'avais ajouté effectivement quelques apports là-dessus. Nous à l'Opcommerce, on propose aux entreprises un welcome pack, en fait, quelque chose d'un petit peu marketé et préparé pour faire gagner du temps à nos entreprises adhérentes sur cette journée d'intégration.
Et effectivement, c'est important de garder à l'esprit que une journée d'intégration, c'est bien une journée et c'est pas juste une demi-heure pour voilà, donner le matériel et accompagner la personne sur son poste de travail. C'est vraiment de préparer minimum une demi-journée avec les interlocuteurs principaux pour qu'ils puissent être présentés à l'alternant l'entreprise, son fonctionnement, les différents membres de l'équipe avec leur rôle, leur mission. De façon un peu plus large, présenter la culture de l'entreprise, ses valeurs, son fonctionnement. C'est vraiment, je pense que bon, on connaît un peu les statistiques, c'est comme dans un entretien de recrutement. En fait, on accroche assez rapidement ou on n'accroche pas assez rapidement quand on arrive dans un nouvel endroit. Et le fait de vraiment de réunir toutes les conditions pour que l'alternant se sente bien accueilli, pris en charge, intégré, c'est très important. Donc ça peut être une demi-journée, mais ça peut se prolonger après vraiment en fonction du poste, en fonction de vos souhaits. Ça peut être prolongé sur plusieurs jours et on peut faire une intégration un peu filante sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en positionnant des petits temps de formation, des petits temps d'intégration qui soient personnalisés. C'est aussi important d'impliquer toutes les équipes. Donc, en fait, que chaque personne qui soit spécialiste de son domaine puisse présenter finalement ses missions à ce nouveau collaborateur. Donc, de confier vraiment les clés de chaque service ou de chaque mission à quelqu'un voilà, qui est expert dans son domaine pour pouvoir les présenter. Bon, la transmission du matériel, etc., on en a parlé. C'est aussi important, effectivement, de prévoir des réunions régulières et peut-être de les positionner dès le démarrage, voire même en amont, pour que les personnes, les collaborateurs qui sont impliqués soient déjà au courant et puissent savoir que voilà, le parcours d'intégration, il est jalonné déjà au préalable par des réunions d'échange pour pouvoir faire des retours d'expérience, des rapports d'étonnement, pour que vous puissiez aussi donner votre feedback sur les premiers jours d'intégration de l'alternant. Voilà. On va revenir après sur le rapport d'étonnement, Carole, dont vous nous avez parlé. Juste du coup, ces fameuses réunions dont vous parlez, Carole, Renaud lui parle de bilan d'étape et ça fait le lien avec ce que conseillait Chérie tout à l'heure, c'est vraiment de réunir les différentes parties prenantes à plusieurs moments du processus. Renaud, comment ça s'est passé pour vous avec l'entreprise Steny, peut-être avec d'autres entreprises? C'est aussi intéressant d'avoir votre retour sur les pratiques que vous pouvez avoir avec d'autres entreprises. En effet, donc, bon, suivant l'étape, nous, on a un process au niveau de l'organisme de formation. Tout à l'heure, une personne disait 2 fois par an. Donc, nous, on est plutôt plus régulier. On fait 1 à 2 fois par trimestre. Et surtout au démarrage, parce que le taux de rupture, tout à l'heure, on n'est pas rentré dans les détails, mais je pense que le taux de rupture des contrats d'apprentissage se fait essentiellement dans les premiers mois. Donc, en effet, on fait des bilans d'étape. Alors, au choix de l'entreprise, soit nous, on varie. Donc, soit on va, pour que l'entreprise connaisse aussi le CFA, pour ceux qui ne connaissent pas, ils viennent au CFA pour voir concrètement le plateau technique, comprendre aussi les équipes pédagogiques, comment on fonctionne. Et on va aussi au niveau des entreprises. Donc, en général, quand ça se passe comme ça, en effet, c'est avec le maître d'apprentissage et avec, bien sûr, l'apprenti. Donc, il faut que ça soit régulier. Alors ça, c'est les rendez-vous physiques. Alors, nous, très peu de visio. Ça peut être aussi lorsqu'il y a des problématiques ou il y a aussi des mails, le téléphone, bien entendu, mais on privilégie beaucoup le physique. Et donc, je reviens à Carole qui nous précisait que au bout d'un certain temps, il y a la période d'essai de l'alternant. Là, on peut faire un bilan d'étape un peu plus poussé, un peu plus particulier. Carole, je vous laisse la parole pour nous donner vos conseils sur cette période-là. Oui, c'est vraiment pour marquer finalement la fin de ces. Alors, j'ai appelé ça la période d'essai, mais la fin de ces 45 jours
pour que voilà, ce soit, y ait un passage en fait et que aussi bien l'entreprise que l'alternant puissent exprimer son feedback sur ces 45 premiers jours. Alors, effectivement, je suggérais le rapport d'étonnement. Je trouve que c'est un exercice qui est assez constructif. Vous m'entendez? Je crois que ça a été. Non, vous m'entendez? Oui, je suggérais le rapport d'étonnement parce que je trouve que c'est un exercice qui est assez intéressant et constructif pour les deux parties. En fait, pour l'alternant, ça permet vraiment de rééquilibrer aussi un peu le rapport puisque c'est lui qui va s'exprimer sur ce qu'il a pu observer, ce qui a pu, dans le positif ou dans le négatif, ce qui a pu le marquer pendant ses premiers jours. Donc, pour lui, c'est une possibilité de s'exprimer assez librement. Et puis pour l'entreprise, ça peut être très instructif parce que d'avoir ce retour d'expérience, ça permet de mettre en place de l'amélioration continue pour les prochains et puis aussi de rectifier pour l'alternant en question. C'est ce que je mettais sur le troisième point, c'est que finalement, si on pose le cadre dès le départ et que l'alternant a vraiment une vision sur le déroulé de son intégration et de ses missions, le recadrage est souvent moins nécessaire et puis il se fait aussi plus facilement si on a bien posé le cadre au départ. Merci, Carole. Et ensuite, dernier point qu'on voulait valoriser dans cette phase d'intégration, c'est la politique de formation dans l'entreprise. Donc là, je vous reprends les propos de Monsieur Horry, donc directeur de la société Steni, qui nous a expliqué que l'entreprise devait avoir en interne une réelle politique de formation pour pouvoir comprendre comme il se doit l'alternant. Et que ça passe aussi par le respect du planning de formation de l'alternant. Donc, on va reprendre exactement les mots de Monsieur Horry, mais l'alternant doit se présenter à l'examen final en ayant participé à l'intégralité des périodes de formation au centre de formation. Et le diplôme doit être considéré comme aussi important que le travail et l'évolution technique du candidat à l'entreprise. Donc, cette posture-là de l'entreprise, elle est très importante. Nous, on l'observe parfois, des fois, on trouve que ça manque un petit peu. En tout cas, sur les parcours qui se déroulent bien, on voit que c'est quelque chose qui a été respecté et valorisé. Et Carole, vous nous avez parlé du parcours de formation personnalisé pour l'alternant, qu'on a trouvé aussi très intéressant. Oui, c'est vrai que vous le disiez, c'est souvent un écueil parce que les entreprises ne voient pas toujours les choses de cette façon-là. On est plutôt dans quelque chose de malheureusement assez comment dire, imperméable entre la période de formation en organisme de formation et la période d'application, donc le temps en entreprise. Et l'idée, c'est vraiment de créer de la transversabilité en fait entre les deux, des passerelles, et ça va se faire, comme on le disait tout à l'heure, par de la relation tripartite, plus d'intégration de l'organisme de formation aussi et du tuteur en OF avec l'entreprise, de créer un véritable parcours de formation, un plan de formation en lien avec les besoins de l'entreprise, mais aussi en lien avec le référentiel de formation de l'apprenti. Et c'est vraiment, nous, en tant qu'opérateurs de compétences, on accompagne les entreprises dans ce sens-là. C'est vraiment de faire de l'entreprise un lieu d'apprentissage, mais au sens noble du terme, en fait, pas seulement un lieu d'application, un lieu où l'apprenti va pouvoir apprendre réellement. C'est exactement ce que voulait dire Monsieur Horry. Donc, bravo Carole, parce que je pense que c'était l'idée qu'il voulait nous faire passer. Renaud, pour compléter. Oui, mais justement, pour reprendre le cas de Lou, vous voyez, on était dans le cas d'un CAP, on avait réduit pour tout le monde sur une année. Ça peut étonner peut-être des partenaires sur une année, mais comme elle avait déjà eu un titre, on avait réduit en effet la durée de parcours à une année. Mais par contre, il a accepté, il y avait les examens à partir de mi-mai jusqu'à mi-juin. Il a accepté, donc bien entendu, on a programmé ça avec la société en fonction de leur chantier, mais on a eu Lou beaucoup plus, de façon un peu plus fréquente, le dernier mois pour qu'elle soit bien prête au niveau de toutes les épreuves, et notamment les matières générales, qui étaient des matières sur lesquelles elle était moins à l'aise que la partie technique. Et donc, du coup, l'entreprise s'est adaptée. C'est comme bien souvent, j'ai aussi la casquette d'employeur, j'ai déjà eu des apprentis, et c'est vrai que bien souvent, on se rend compte que nos partenaires entreprises ne savent pas que la loi prévoit
des jours également de préparation aux examens et qui sont en dehors des temps du CFA, qui sont sur le temps de travail. C'est pris par la loi. Et bien souvent, ces temps d'examen ne sont pas donnés aux apprentis au moment des examens. Et ça, c'est aussi un souci, bon, par manque d'information souvent. Donc, d'où encore une fois, on va se répéter tout le temps, mais c'est cette relation entre l'organisme de formation, l'entreprise et l'alternant, c'est primordial et ça doit être surtout régulier. Merci pour cette précision, Renaud. Excusez-moi, j'interviens parce que Ah, ça. j'interviens aussi comme formatrice et j'ai des alternants qui sont mes étudiants et je n'étais pas au courant de ce point-là parce que j'ai été moi-même confrontée là, ben, justement, pas plus tard que cette semaine où je me suis retrouvée avec la moitié de l'effectif d'étudiants parce qu'effectivement, ils étaient en examen. Et on s'est retrouvé ben, dans la difficulté parce que former la moitié de l'effectif, c'est difficile. Et comment replacer l'intervention alors que tous les plannings ont été déjà bouclés. Et donc j'entends effectivement que il faut effectivement avoir une préparation à l'examen et que les examens peuvent être aussi sont pris en compte aussi par l'entreprise. Mhm. Merci. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours des choses que l'on anticipe quand on prend, quand on recrute et quand on fait appel à un alternant. Ouais. Donc, pour conclure, du coup, sur tous ces conseils qui touchent au recrutement et à la formation, on va refaire un petit tour rapide de nos différents intervenants. S'il y avait une chose à retenir, alors je crois que c'est un peu la même chose côté STEMI et côté IFCG. Euh, Lou et Marine, si vous deviez nous donner un point clé, lequel serait-il pour conclure sur ce sujet? Tu dirais quoi, toi? Qu'est-ce qui a fait la réussite? Je crois que c'est vraiment la motivation, je pense. Et de deux, c'est vraiment le fait que tu sois dans un environnement où tu puisses communiquer avec plusieurs personnes qui t'intègrent bien, que ce soit donc pour ton organisme de formation, de par le fait que tu aies trouvé assez rapidement quand même ton entreprise, que tu sois quand même plus ou moins suivi, même si c'est vrai que là, dans l'exemple chez nous, il y a eu donc, trois tuteurs. Mais c'est vrai que ouais, c'est les trois parties prenantes, leur motivation, leur communication qui fait que ça a bien réussi. Et encore une fois, ta motivation, je crois. Même, j'étais bien intégrée partout, hein, que ce soit en formation ou au travail, j'étais bien partout. J'étais bien accueillie. Et est-ce que ça joue sur aujourd'hui, encore dans l'entreprise? Comment? Ça a bugué? Ça a bugué, pardon. Est-ce que ça joue? Est-ce que tout ça, ça joue sur votre implication? Parce que les dirigeants, ils cherchent à fidéliser, c'est-à-dire à garder aussi les personnes qu'ils recrutent. Est-ce que vous pensez que tout ça, toutes ces conditions favorables, ça joue sur votre envie de poursuivre dans l'entreprise? Ah oui, bah oui, parce que du coup, comme je disais à Marine tout à l'heure, en soi, j'ai appris à la façon STEMI, entre guillemets. Du coup, ben, même après le CDI, en fait, ça n'a rien changé en soi que je sois en apprentissage ou en CDI, parce que c'est toujours à peu près pareil. Juste, j'ai plus de responsabilités, mais c'est à peu près pareil. Et le fait que ton parcours d'alternance se passe bien, Ah oui, ça aide beaucoup. que tu sois bien intégré, que tu aies pu être voilà, bien motivé, ça t'a permis de Ouais. te dire je veux être en CDI dans cette boîte, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Prenons un mot de conclusion. Oui, par contre, le CFA, il n'a pas été content parce qu'elle a eu son CAP en une année et nous, on voulait qu'elle continue sur Oui, un le bac bac pro. Mais voilà, elle ne voulait pas. Donc ça, nous, on n'est pas très contents parce qu'on repartait 2 ans de plus. Non, voilà. Non. Non, non, en conclusion, c'est exactement la phrase qu'on a mis là. En effet, la réussite totale, c'est que les trois parties prenantes soient vraiment prenantes dans tous les sens du terme, entre l'alternant, l'organisme de formation et l'entreprise. Voilà. Donc, beaucoup de communication, un bon travail en amont, un bon suivi, un bon accompagnement. Là, on parle de la réussite de Lou, mais moi, en effet, j'ai aussi des alternants où il y a des ruptures, on a dû reprendre. Des fois, on fait le feedback entre les deux. Des fois, on comprend l'entreprise, on comprend l'alternant. C'est bien compliqué et des fois, on peut pas. Voilà, ça, comme on dit, ça ne matche pas. Voilà. Donc, le but, en effet,
la loi impose à nous, organismes de formation d'entreprise, de trouver une autre entreprise quand c'est possible. Bon, après, on a d'autres dispositifs de formation, mais c'est vrai que la réussite, c'est la réussite entre les trois parties prenantes, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce Merci que, beaucoup. est-ce que est-ce qu'il n'y a pas une quatrième partie qui peut être importante, c'est l'OPCO. L'OPCO qui va financer qui va financer Le contrat. ouais. Oui, tout à fait. Et même, j'irai au-delà du simple financement, mais c'est bien parce que ça fait le lien sur ma conclusion. C'est qu'effectivement, l'OPCO est là, alors en tant que financeur, effectivement, mais aussi en tant que conseiller. Euh, et alors, c'est le cas de l'OPCommerce, mais je pense que ça doit être le cas aussi des autres opérateurs de compétences. Au-delà des conseillers emploi-formation qui peuvent vous accompagner dans votre politique de recrutement alternance et dans le suivi de la mise en œuvre de l'alternance, il y a aussi des accompagnements diagnostiques en fait, que les opérateurs de compétences peuvent mettre à disposition de leurs entreprises adhérentes sur des sujets tels que eh bien, voilà, le développement de la politique de recrutement, la sécurisation des parcours en alternance, tout ça, la marque employeur, ce sont des thématiques qui peuvent être accompagnées par l'OPCO dans le cadre de diagnostics personnalisés. Alors là, je parle encore au nom de l'Opcommerce, mais je vous laisserai vous renseigner auprès de vos opérateurs de compétences respectifs. C'est une offre de service qui, selon votre branche professionnelle, la taille de votre entreprise, peut être prise en charge et qui vous permet de bénéficier d'un consultant sur quelques jours pour pouvoir mettre en place de façon pérenne et sécurisée votre politique de recrutement en alternance et votre politique alternance tout court d'ailleurs. Donc, l'OPCO est important, oui, et pas que sur le volet financement, vraiment sur le volet accompagnement également. Et effectivement, sur la conclusion, je voulais mettre en avant le caractère un peu cyclique et cercle vertueux de l'alternance parce que c'est pas simple. C'est vrai qu'une alternance, bon, un contrat a un début et une fin, mais comme le disait Lou tout à l'heure, en fait, si on le fait bien, si on fait les choses bien, eh bien, ça peut être aussi un parcours sans fin finalement, puisque ça va déboucher sur un CDI, ça va déboucher sur une embauche. C'est vraiment miser sur un investissement de départ. Parce que ce sont des collaborateurs qui, en général, vous connaissent parfaitement, connaissent les valeurs de l'entreprise, son fonctionnement, la clientèle, le marché. Et donc, c'est un glissement vers un statut de collaborateur en CDI qui se fait en général dans de très bonnes conditions. Et au-delà de... Oui, pardon. On peut aussi avoir des écueils où effectivement des entreprises prennent des alternants, les forment, et puis au bout de la formation, elles s'ouvrent, elles reviennent sur le marché du travail et en fait, quelque part, c'est pas forcément évident. On a même aussi des recruteurs, enfin des agences de recrutement qui vont les chercher. Qui vont chercher ces personnes à la fin de leur alternance et qui se retrouvent sur le marché du travail pour effectivement, parce qu'elles ont été formées. Et ça, c'est quand même aussi compliqué. Alors, c'est frustrant. Ouais. Je l'admets. Après, je pense que si on a une vision un peu plus globale, effectivement, c'est aussi travailler et former les futurs professionnels de votre secteur. Alors, vous jouez effectivement pour le collectif, mais c'est quelque chose qui peut être quand même positif. Après, c'est ce que je voulais dire aussi dans le côté cyclique et le cercle vertueux, c'est que bon, lorsque les personnes partent à la fin de leur alternance parce qu'ils souhaitent aller voir ailleurs, ils ont une opportunité par ailleurs, c'est aussi d'anticiper le futur alternant que vous allez recruter, puisque en fait, l'idée, c'est aussi que ce soit un parcours un peu sans fin. Donc, le fait de tuiler entre le précédent alternant et le nouveau pour qu'il puisse y avoir une passation, pour que les futurs parcours en alternance se fassent dans de bonnes conditions, que les précédents alternants puissent faire un retour positif aussi au futur. Ça crée un cercle vertueux. Et effectivement, bon, parfois, on n'a pas la possibilité
possibilité de recruter parce que les personnes ont une opportunité par ailleurs. Mais plus on met toutes les chances de notre côté et plus, en général, les personnes ont quand même envie de rester dans l'absolu. Je voulais parler aussi de la marque employeur, puisqu'effectivement, c'est les parcours en alternance qui sont faits dans de bonnes conditions et qui se passent bien, bien, c'est contribuer effectivement à créer une image positive en interne de l'entreprise, l'image d'une entreprise apprenante, l'image d'une entreprise qui s'investit pour former justement les futurs professionnels du secteur. Donc c'est aussi une carte, un levier, une carte à jouer pour pouvoir fédérer, pour pouvoir créer de la cohésion d'équipe et puis travailler sa marque employeur. Merci Carole et merci à toutes et tous. On arrive à la fin de cet échange et il est quasiment midi. Est-ce qu'il y a des questions pour revenir sur le sujet du recrutement et de l'intégration avant que l'on se sépare ou un dernier retour d'expérience peut-être Non. Alors, juste pour vous préciser quand même qu'en termes de préparation de ce webinaire, on a consulté donc Carole de l'Opco Commerce, indépendamment de Renaud du centre de formation et indépendamment de Marine Lou et Monsieur Aubry de l'entreprise Tenny. On leur a posé 2 questions. Comment recruter efficacement un alternant et comment intégrer efficacement un alternant? Et les réponses étaient les mêmes, venant de 3 environnements différents. Donc, on a essayé, nous, de consolider tout ça, mais les conseils qui ont été prodigués tout au long du webinaire sont quand même communs aux différentes parties prenantes. On avait une intervention, je crois, quelqu'un qui voulait intervenir. Non, on a juste quelqu'un qui nous écrit. Merci beaucoup en tout cas à tous pour votre participation. Un grand merci à nos intervenants qui ont mis un peu de temps à préparer cet échange. Merci à toi, Graciane. On vous envoie le lien pour le webinaire si vous voulez le rediffuser, je pense à Olivier, aux adhérents ou à des personnes de votre entourage professionnel. On vous enverra aussi les études dont il a été question et quelques supports qui pourront vous aider dans vos démarches de recrutement et d'intégration des alternants. Merci beaucoup à toutes et tous et à bientôt. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.